Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 2 juin 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, était à Saint-Raymond pour visualiser les travaux de dragage qui seront entrepris cet été dans la rivière Sainte-Anne au centre-ville. Nous l'avons rencontré en fin de point de presse. Les entrepreneurs des deux parcs industriels de Saint-Raymond se préparent à accueillir la population et de futurs travailleurs le 11 juin. Pour nous parler de cette journée porte ouverte, on reçoit le commissaire industriel Richard Saint-Pierre et Nicolas Dussault de Fabrema. Les administrateurs du camp Portneuf au lac Sept-Îles se lancent dans une campagne de souscription populaire pour rendre ces installations encore plus accessibles. La présidente du conseil, Claire Lessard, sera avec nous en studio. La MRC de Portneuf a dévoilé mardi les prix du patrimoine au Parc des Berges à Donnacona. Nous avons les commentaires des récipiendaires et Charles s'est intéressé à la pêche expérimentale au marais des Grondines sur le bord du fleuve. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, était à Saint-Raymond lundi pour visualiser les travaux de dragage à venir dans la rivière Sainte-Anne au centre-ville, en plus des travaux en cours à Lac-Sergent dans la lutte contre la myriophile en épi. Dans le parc Alban Robitaille à Saint-Raymond, en compagnie du député de Portneuf, Vincent Caron, le ministre a annoncé que le ministère de l'Environnement a signé un décret pour accélérer la procédure habituelle d'évaluation environnementale pour le dragage au fond de la rivière Sainte-Anne, une autre étape pour prévenir une inondation par embâcle de glace. Le ministère autorise l'enlèvement de 9 750 mètres cubes de sédiments à 2 endroits dès cet été, en plus d'aménager un seuil d'enrochement en amont de la rivière pour contenir les glaces et le frasile plus au nord. Les lieux ont été ciblés pour déposer les sédiments et le ministère accompagne la Ville dans ses démarches. Écoutons le ministre de l'Environnement nous expliquer la teneur du décret et pourquoi Saint-Raymond a eu droit à ce privilège. C'est un décret qui vise à soustraire le projet de la procédure d'évaluation environnementale régulière qui pourrait prendre quelques mois, sinon quelques années à être complété. Donc, ce que ça garantit, c'est que le ministère de l'Environnement sera là pour accompagner la municipalité parce qu'il y a quand même un encadrement qui est nécessaire pour s'assurer que les choses soient bien faites. 2 volets au projet. Plus haut de l'estacade, notamment des installations pour retenir les glaces et au niveau de l'estacade comme tel, un certain travail de dragage aussi qui sera fait. Donc, les 2 efforts combinés devraient arriver à des résultats intéressants là, pour les résidents du secteur, s'assurer qu'il y ait moins de risques d'inondation lors des crues printanières notamment. Donc, décret qui nous soustrait de cette procédure-là, mais avec un accompagnement et des travaux qui devraient normalement se faire là, à la fin de l'été, qui devraient être complétés au plus tard à l'automne. Donc, dès le printemps
printemps prochain, peut-être une sécurité supplémentaire là, pour les gens du secteur. Qu'est-ce qui fait justement que vous dérogez un peu aux règles normales? La municipalité a quand même exercé un leadership important, et ça depuis plusieurs années au niveau des crues printanières. Donc, il y a une crédibilité qui est reconnue à la municipalité, il y a un leadership qui est reconnu à la municipalité. Et on sait qu'il y a des évaluations sérieuses qui ont été faites. On sait que ça va aider et non pas nuire que ces projets-là, parce que par moment, on peut avoir des idées, on peut penser que la solution va aider, mais si la solution est davantage une cause de problème qu'autre chose, on ne s'aide pas. Donc, on sait qu'on va améliorer la donne en faisant ces deux volets-là du projet. On estime que la protection des citoyens sera accrue, passant de 15 à 40 %. La prochaine étape demeure la modification du barrage Tembec, qui, selon le maire de Saint-Raymond, pourrait augmenter la cote de protection jusqu'à 75 %. La Ville a déposé une aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et un projet de simulation de vagues est étudié actuellement. Écoutons le maire Claude Duplain. Après ça, ce qui va rester à faire, c'est qu'on a encore du dragage à faire plus bas. OK? Il va falloir encore draguer un bout de la rivière parce que le niveau de la rivière de sédiments est égal avec le barrage, donc ça empêche justement l'écoulement des eaux. Et il y aura aussi le barrage où on a demandé de l'argent pour réussir là, à remettre le barrage en force et le modifier pour justement avoir une retenue de glace. Retenue de glace, mais aussi, c'est des ballons qu'on va mettre sur le barrage qui vont permettre de dessouffler et qui vont permettre là, une vague qu'on va créer dans la rivière. Et ça fait comme un afflux entre fleuves qui n'a pas de glace. Pourquoi? Parce que les marées montent et descendent et les glaces descendent. On peut ici provoquer, selon les spécialistes, la même chose avec le barrage. Fait que c'est pour ça qu'il est important de le garder et de le modifier pour réussir à créer cette vague qu'on veut faire là, pour... Et ça, c'est quand on a parlé tantôt du profit, on a des montants d'argent qui sont prévus, là, qui sont demandés au gouvernement, au programme profit, pour régler ces problèmes-là. Et si on fait ça, là, on va monter notre niveau de cote de protection beaucoup plus haut. Évidemment, les changements climatiques provoquent depuis quelques années des bouleversements importants, aussi au Québec, avec ces sécheresses, ces feux, ces vents et orages violents. Est-ce qu'on est prêt à affronter collectivement et individuellement ces bouleversements du climat? Écoutons le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette. C'est clair qu'au cours des prochaines années, d'ailleurs, on a vu des épisodes assez importants en 2017, en 2019, un peu partout au Québec. C'est clair que ce sont des phénomènes qui sont susceptibles de se reproduire plus rapidement. Moi, je suis député au nord de Montréal dans une circonscription qui s'appelle Deux-Montagnes. En 2017, on m'avait assuré des crues. Oui, les crues étaient records. On m'avait assuré qu'on ne verrait plus ça de notre vivant. Et 2 années plus tard, on l'a vécu, ce phénomène-là, avec autant d'intensité. Donc, on ne peut pas prédire la fréquence, mais on sait que ce sera plus fréquent. On sait que l'intensité risque d'être plus forte de fois en fois. Donc, il faut se préparer. On appelle ça de l'adaptation au changement climatique. On n'aurait plus d'émissions de gaz à effet de serre que le climat change au niveau de la planète. Donc, il faut s'adapter à ces changements climatiques-là et c'est un projet d'adaptation et qui est nécessaire là, dans les circonstances. Collectivement, il faut se protéger, mais individuellement, comment on doit prendre ça? Est-ce qu'on doit davantage se protéger, mieux s'équiper? Comment vous voyez l'individu ou les familles à travers ça? C'est certain, on l'a vu encore ces dernières semaines, ces derniers jours, même avec des épisodes qui ont mis à mal le réseau d'Hydro-Québec avec des pannes d'électricité qui, dans certains cas, sont encore, qui touchent encore un certain nombre de Québécois, Québécoises. Donc oui, on peut s'aider en étant prévenant au niveau de notre capacité d'autonomie par rapport à l'hydroélectricité, en ayant certains effets à la maison. Donc, il y a des mesures de prévention, mais lorsqu'un coût d'eau important survient ou lorsqu'une inondation importante survient, c'est davantage la sécurité publique qui prend le relais pour aider les citoyens, les municipalités, s'assurer qu'ils ont le nécessaire pour ne pas compromettre leur propre sécurité. Mais comme citoyen, on peut quand même être prudent et retenir là, certaines façons d'agir là, pour se protéger.
Après Saint-Raymond, le ministre s'est rendu à Lac-Sergent. La municipalité et ses partenaires poursuivent la bataille contre la plante envahissante, la myriophylle en épi, en utilisant des toiles de fond pour étouffer sa propagation. Nous y reviendrons. Les entrepreneurs des 2 parcs industriels de Saint-Raymond se préparent à accueillir la population et de futurs travailleurs. Pour nous parler de cette journée porte ouverte du samedi 11 juin, on reçoit le commissaire industriel Richard Saint-Pierre et aussi un entrepreneur, Nicolas Dussault, vice-président de Fabrema. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Michel. Tout d'abord, Richard, belle activité qui s'en vient. On est prêt? Ah, on est prêt. Le comité organisateur a travaillé très fort. Oui, c'est ça. C'est une belle activité, je pense, qu'on va offrir, Michel, à la population. 18 entreprises participantes samedi le 11 juin. Ça se déroule entre 9h et 15h. C'est dans les 2 parcs industriels, autant dans le parc industriel numéro 1 que le parc industriel numéro 2. Et 2 objectifs à cette activité-là. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que la population, et quand on parle de la population remondoise, bien sûr, au premier plan, mais on parle de toutes les municipalités aussi de la MRC de Portneuf, on les invite tous, et de permettre de découvrir ou de redécouvrir nos entreprises qui sont installées dans nos parcs industriels. Vous savez, souvent, les gens, en général, passent devant les parcs industriels, ne s'arrêtent pas nécessairement, ou même si on entre à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe chez un Fabrema, que Nicolas va nous parler tantôt, qu'est-ce qui se passe chez Charpente-Montmorency, chez CamConcept, je pense que ça, c'est une belle richesse à découvrir. Et deuxième grand objectif, avec toute cette population-là qui va passer, il y a sûrement des chercheurs d'emploi potentiels, il y a sûrement des gens qui vont penser peut-être à leur fils, à leur fille, à leur neveu, à leur cousin, pour dire, à tel endroit, il y a des belles possibilités, et on devrait parler de ça, on devrait leur en parler. Oui. Et concrètement, justement, en fait, les gens vont pouvoir aller dans les 2 parcs durant la journée à n'importe quelle heure qu'ils veulent? Comment ça fonctionne? Ça se déroule entre 9h et 15h. Okay. Alors, les gens ils vont choisir les entreprises. À l'entrée de chacun des parcs industriels, on va avoir des jeunes qui vont être là, qui vont remettre un beau dépliant comme tel, qui va indiquer les entreprises participantes. Les entreprises vont être bien identifiées avec une gerbe de ballon à leur entrée principale, là, pour indiquer que c'est une entreprise participante. Alors, ça va être facile à repérer comme tel. Ouais. Le parc numéro 1, on est moins habitué d'y aller aussi, par la route des Pionniers, etc. Alors, de façon à inciter les gens aussi à y participer, on a des prix de présence, on a des beaux prix de présence, et on va attribuer un prix de présence particulier aux visiteurs du parc industriel numéro 1. Parmi tant d'autres. Et on a des beaux prix de présence. Si on parle d'un téléviseur 50 pouces Samsung 4K, on parle d'un poêle barbecue 40 000 BTU, on parle d'une tondeuse électrique sans fil de Walt, un nouveau modèle qui vient d'arriver là, chez BMR. Et puis ça va être attribué aussi. On parle d'un foyer extérieur et on a des certificats d'eau de tous les bons restaurants raymondois qu'on a. Alors les gens se sont beaucoup impliqués là-dedans, nos commanditaires. Et je pense que, puis si la météo est de notre côté d'autant plus, là, je pense que ça va être une belle journée à succès. Donc, toutes les personnes, en fait, qui vont se rendre soit au parc numéro 1 ou au parc numéro 2 reçoivent justement un sac. Et à l'intérieur, vous avez des billets, j'imagine? Comment? C'est que les gens, les visiteurs, dans chacune des entreprises, il va y avoir des boîtes de participation. Alors, les gens qui vont entrer, pas seulement sur le seuil de la porte, mais qui vont entrer, qui vont poser des questions, visiter les entreprises, vont pouvoir compléter un coupon de participation au terme de leur visite. Nicolas, vous êtes vice-président de Fabrema. C'est quoi exactement votre entreprise? Fabrema, on fait la conception et fabrication d'équipements industriels destinés aux séries majoritairement, mais on fait aussi d'autres différents projets. Majoritairement, on est dans les séries. Convoyeurs, transfert, transport de sous-produits. On fait aussi de la conception, la conception assistée par ordinateur. On assiste les usines, entre autres, on a notre gros client qui est le groupe Arbec Boisd'Oeuvre, qui est une filiale de Rémabec également, dans lequel on travaille beaucoup des projets d'amélioration, sécurité machine, puis amélioration surtout là, de processus d'efficacité, puis tout ça. Fait qu'on on a notre emploi ingénieur mécanique, concepteur, soudeur-assembleur, manœuvre, plieur, tout ça. Fait qu'on fait la transformation de métal, le soudage, l'usinage également. Fait que, on est pas mal complet. La peinture aussi. Fait que, on fait des équipements clés en main pour les séries. Fait que vous êtes installé dans le parc numéro 2? Parc numéro 2. Depuis quand? Depuis 2018.
2018. OK. Puis on est en expansion et en croissance depuis 2018. On a une forte croissance l'année passée avec notre agrandissement. On a agrandi le bâtiment principal. On a fait l'ajout de trois ponts roulants, des bonnes capacités pour des contrats qu'on avait là, dans les démêleurs à bio de bois principalement. Puis notre entreprise là, est en constante croissance. Là. Donc le marché est bon? Le marché du bois d'œuvre présentement est bon, puis les scieurs du Québec puis des États-Unis sont en train de se moderniser pour suivre un petit peu la cadence. Là, L'inflation n'a pas touché encore le bois d'œuvre? Pas principalement nos clients. En tout cas, nous, les clients qu'on a, c'est des contrats qui se planifient quand même à grande échelle dans un certain délai. Notre année 2023 est pleine. Notre année 2022 également est pleine. Mais 2023, notre carnet de commandes est déjà complet pour l'année 2023. Et vous êtes combien d'employés actuellement? 25 employés au total. Et vous, justement, une journée porte ouverte comme ça, j'imagine, c'est une première expérience pour vous? Première expérience. Puis pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous faire connaître aux yeux de la population. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Fabrema, qui ne connaissent pas non plus nos produits puis le genre d'équipement qu'on peut produire. Au niveau du recrutement aussi, le fait d'être un petit peu plus visible aux yeux de la population, bien, ça va probablement nous aider au niveau du recrutement, entre autres de soudeurs-assembleurs. Fait que moi, je prône toujours le local. On en parle souvent avec M. Saint-Pierre. Des gens qui veulent une belle qualité d'emploi, des beaux emplois sécuritaires dans un milieu qui est proche de leur résidence. Ils ne sont pas obligés nécessairement d'aller très loin pour aller travailler. On a des belles offres dans le parc industriel, pas juste chez Fabrema, mais dans toutes les autres entreprises. C'est un parc qui est en effervescence, en croissance énorme, une énorme croissance dans les dernières années. On peut parler de combien? Là? Vous avez besoin de quoi? De 6? Moi, 6. On est prêt à embaucher 6 personnes. 6 personnes déjà, tout de suite, qui seraient intéressées. Pour quel métier? En soudeur-assembleur principalement. On a un gros besoin à ce niveau-là. Ouais. Combien de postes sont disponibles actuellement? Ben oui. Ça, c'est un bel exemple, ce que Nicolas vient de vous raconter. Et en fait, là, dans les 18 entreprises participantes, au moment où on se parle, il y a 32 postes de disponibles. Ouais. Ça va du journalier, du manœuvre, soudeur-assembleur, comme Nicolas en a parlé. Ça va du l'électromécanicien comme tel, mécanicien industriel, technicien en génie mécanique. C'est très, très, très varié. Alors, il y en a pour toutes les formations. Ouais. Tu sais, on peut penser, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui demeurent à Saint-Raymond, des municipalités environnantes, puis qui travaillent dans la région de Québec, tu sais. Ouais. Alors, puis aujourd'hui, je pense qu'à 2,10 $ le litre pour l'essence, on y pense deux fois. Un temps de déplacement de 45 minutes, puis 1 heure et quart, dépendamment de ce que tu atterris, bien, je pense que ce serait peut-être bien qu'ils viennent voir ça, voir les Vos employés viennent de où, en grande majorité? En grande majorité, Saint-Raymond. Saint-Raymond, Saint-Léonard, mais la majorité vient de Saint-Raymond. C'est ça. OK. Puis ce qui est important aussi de mentionner, de façon à ne pas court-circuiter la visite des gens. Tu sais, les gens entre 9h et 15h. Supposons qu'on arrive vers 11h, 11h30, même si on est seul ou avec des enfants, ça commence à tirer après le pantalon du papa ou la jupe de la maman pour dire, ben là, j'ai faim. Alors, mais on a prévu sur le site de l'incubateur, au 124 rue des Forces, il va y avoir un lieu là, pour de la restauration, des hot dogs, des breuvages, etc., de l'animation musicale. Alors, les gens vont pouvoir découvrir aussi spécifiquement les 4 entreprises qui logent à l'incubateur d'entreprise. Alors, Roulotte Génimax, je donne un exemple, qui fabrique des belles roulottes là, pour les amateurs de plein air. Tu sais, ils vont découvrir, je ne la nommerai même pas, mais il y a une entreprise dans le parc industriel numéro 2 qui fabrique un camion, OK, pour le dégivrage d'avions. Tout est fabriqué à Saint-Raymond, à l'exception, bien sûr, du moteur là, qui arrive d'Allemagne. Mais tout le reste, inclut la transmission du camion. Là, tout est fabriqué à Saint-Raymond. Laquelle? Je laisse aux gens à découvrir. Donc, c'est samedi le 11. Samedi le 11. Le juin, donc pas samedi qui arrive, mais l'autre jeudi. Donc, on invite les gens, la population, justement, à venir vous rencontrer les entrepreneurs, justement, de Saint-Raymond dans les 2 parcs. Une belle opportunité. Effectivement. Alors, Richard Saint-Pierre, commissaire industriel, et Nicolas Dussault de Fabrema. Merci beaucoup de cet entretien. Puis bonne journée porte ouverte. Merci beaucoup, Michel. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Claire Lessard. Monsieur Bilodeau,
vous comprenez que vous ne pourrez plus rester seul. On serait rendu à trouver un hébergement ou un accompagnement à la maison. Il y a aussi toutes les démarches juridiques. Ce serait important de choisir qui va vous aider à prendre les décisions pour vos finances et votre santé pour la suite, comme votre fille ou un proche. Avez-vous déjà un mandat de protection? Parce qu'il faudrait le faire homologuer. La perte d'autonomie peut vous mettre sous pression. Consultez Juridique pour vous aider. Travaillerais-tu plus pour lui ou pour lui? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. La première opération nationale concertée quad de la Sûreté du Québec se tiendra les samedis et dimanches 4 et 5 juin à travers la province. Les services de police rappelleront aux quadistes l'importance d'adopter des comportements prudents en tout temps et invitent les usagers à respecter la réglementation en vigueur. Les policiers réaliseront diverses interventions dans les sentiers et aussi au croisement des chemins publics. Parmi les affaires policières de la dernière semaine en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, entre le 26 et le 29 mai, les policiers rattachés à Pont-Rouge ont procédé à 5 arrestations à Lac-Beauport, Stoneham et Tewksbury, Saint-Agapi 2 et sur l'autoroute 40 dans le secteur de Neuville. S'ajoute une suspension de permis et un constat d'infraction pour avoir conduit après avoir consommé de l'alcool malgré une condition tolérance 0. Le dimanche 22 mai, un homme de 24 ans de Québec a reçu un constat de 1 395 $ assorti de 14 points d'inaptitude pour avoir circulé à 141 km dans une zone de 70 sur la rue Lepire à Québec. Le vendredi 28 mai, dans une résidence de Lac-Beauport, les policiers ont saisi 6 plants de cannabis alors que le propriétaire ne détenait pas les permis nécessaires pour en faire la culture. Et finalement, le dimanche 29 mai dernier, à Saint-Raymond, 2 patrouilleurs de la MRC de Portneuf ont offert une activité de burinage de vélo dans le cadre de l'Opti-Tour organisé par le Club optimiste de Saint-Raymond. Les policiers profitent de l'occasion pour sensibiliser les jeunes à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires lorsqu'ils circulent à vélo. La MRC de Portneuf a dévoilé mardi soir au Parc familial des Berges de Donnacona les lauréats des Prix du patrimoine 2022 qui visent à reconnaître et faire la promotion des initiatives locales pour conserver et mettre en valeur le patrimoine portneuvois dans les 4 catégories. Dans la catégorie conservation et préservation, le lauréat est la ville de Lac-Sergent pour les travaux effectués à la chapelle Notre-Dame de la Paix, construite en 1907, qui fait l'objet d'un projet de restauration porté par la communauté et soutenu par la Ville. Écoutons le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. Ce que je peux juste vous dire, c'est le projet de la chapelle de Lac-Sergent, c'est un peu un projet communautaire. Quand la Ville, on a acheté la chapelle en 2017, elle était un peu en décrépitude, mais le secteur complet manquait de vie. Puis un des projets qui a été fait, c'était de recréer le centre de vue, parce que la chapelle fait partie du centre, toujours du centre de la ville. C'est là que toute l'histoire s'est passée, c'est là qu'il y avait le plus d'animation. Fait qu'on essayait de trouver une façon de recréer le milieu puis donner de vie au milieu. On a commencé avec un groupe de citoyens, puis on est chanceux, c'est Pascal qui est notre grand leader là-dessus. On a Diane aussi qui est au niveau du conseil, qui a pris en charge une partie du dossier. Mais ce qu'on a fait, c'est on a commencé à redonner vie à la hauteur des moyens des citoyens. Dans la catégorie interprétation et diffusion, la palme revient au Comité culturel de Donnacona pour son balado historique S'enfarger dans le cadre de Portes qui partage le savoir-faire et immatériel de plusieurs porteurs de tradition de Donnacona. Écoutons l'instigateur du projet Marc Duval. Donc, on s'est amusé à travailler avec l'histoire. Puis moi, je pense que c'est important de faire connaître cette histoire-là aux gens d'une façon humoristique. Ça se peut aussi. Alors, on voit passer plein de choses aujourd'hui et c'est une belle façon de pouvoir attirer aussi l'attention sur le patrimoine. Il y a plein de gens, comme par exemple, qui se pointent à l'improviste au relais de la Pointe aux Écureuils, entre autres, dans le secteur historique ici, puis on leur raconte un peu cette histoire-là. Ils aiment ça. Et aussi, un des buts de la subvention qu'on a reçu, c'était pour montrer aux nouveaux arrivants qui arrivent, de leur faire connaître ce coin de pays-là. Portneuf a choisi le sculpteur et ébéniste Fabien Pagé comme porteur de tradition. Son travail a favorisé la préservation et la mise en valeur de nombreuses œuvres architecturales ou sculpturales dans la province. Écoutons justement son commentaire.
Mon premier lauréat, on peut dire, de ma carrière. Mais on parle de MRC de Portneuf. Portneuf, le plus grand mot que je peux dire, c'est merci à tout le monde de Portneuf, parce que si ça fait tant d'années, 40, 45 ans, je ne compte plus, là, que je fais la sculpture, bien, c'est un peu beaucoup. Mon salaire vient de tout le monde de Portneuf en général. OK, j'ai été en dehors, j'ai fait des œuvres beaucoup en dehors aussi, mais la grosse majorité, là, pour être capable d'en vivre, puis de continuer de ce métier-là que j'aime beaucoup, puis que je continue encore d'ailleurs, que je ne veux pas arrêter pour l'instant. Je veux continuer aussi avec les élèves que j'aime ça, perpétuer le métier. Dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage, le projet Berce-moi du groupe Les Incomplètes qui a remporté les honneurs. La population était invitée à se bercer sur les 5 quais portneuvois à l'été 2020. Groupe de 7 performeurs, mais qui grossissait à chaque fois sur chaque quai avec les citoyens de la place ou des gens qui avaient entendu l'appel puis qui venaient se joindre à nous. Donc, il y avait un moment précieux pour ceux qui participaient, oui, à la performance, qui se berçaient avec nous, mais aussi pour tous ceux qui passaient par les quais par hasard et qui découvraient finalement cette image-là d'une collectivité qui se berce et qui prend le temps d'admirer son fleuve. Un prix coup de cœur du jury a été décerné à l'Association du Moulin La Vallée pour les efforts investis dans la sauvegarde du moulin La Vallée à Sainte-Christine d'Auvergne, un patrimoine industriel important qui est maintenant cité par la municipalité. Comme on le voit là-dessus, on a fait des travaux de stabilisation parce que suite à une crue importante de la rivière en Noël 2020, toute la section ici là, était rendue dans le vide à cause que les piliers avaient été emportés par les blocs de glace, tout ça. Donc là, avec l'aide de bénévoles, là, on a pu restabiliser la structure là, puis garantir sa pérennité à court terme. Puis là, on est encore en démarche, là, dans le fond, pour continuer le projet. Finalement, la table de concertation culture de la MRC de Portneuf a profité de l'occasion pour remettre un prix engagement culturel à Denis Baribeau de Saint-Raymond. Denis a été président de la table de concertation culture pendant 12 ans. C'est maintenant Véronique Bertrand de la Maison Plamondon qui a pris la relève à la présidence. Les lauréats ont reçu un certificat et une œuvre portneuvoise, celle de l'artisane de la vannerie Marilyn Dupéré de Saint-Ubalde. La Ville de Saint-Raymond et son service des incendies et de la sécurité publique ont dévoilé lundi le nouveau camion échelle d'une portée maintenant de 110 pieds avec un panier au lieu des 75 pieds de l'ancien camion échelle. Écoutons le reportage d'un de nos étudiants d'été, Philippe Papillon. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour notre service incendie, pour notre ville. C'est une belle journée de recevoir un bel équipement comme ça. On est super heureux là, qu'on partage ça, tout le monde ensemble. On a maintenant un camion incendie, un camion échelle qui va être à hauteur, sans jeu de mots, de notre ville, de notre service incendie, du territoire qu'on dessert aussi avec les villes de Saint-Léonard et de Lac-Sargent qui sont autour de nous, puis aussi les villes où on va en entraide. Aujourd'hui, ce qu'on vient voir, c'est le véhicule d'élévation de la gamme Pierce, le modèle Ascendant. C'est un véhicule d'élévation avec une plateforme de 110 pieds sur un essieu simple 6 roues. Il y a quelques années, il y avait des possibilités des fois d'avoir des usagers, mais tous les usagers qu'on avait, c'était des 10 roues. Les 10 roues, là, avec notre territoire qu'on est ici, c'était pas de quoi, là, en fait, qu'on envisageait le plus. Fait qu'à un moment donné, quand Pierce sont venus nous faire la démonstration avec leur démonstrateur 6 roues l'été passé, et puis un petit panier, parce qu'une 10 roues, le panier est beaucoup plus énorme. Fait que tant qu'on s'approche des toitures, bien, des fois, qu'on veut travailler sans... Si c'est pas un sauvetage, que c'est juste pour travailler au toit, bien, ça manœuvre moins qu'un panier comme ça. Je veux souligner le partenariat de Lac-Sargent et Saint-Léonard qui est important dans ce dossier. Ça nous fait plaisir de... Vous avez vu que Lac-Sargent et Saint-Léonard sont signalés aussi sur le camion qui servira justement au déploiement. Donc, on vient vous présenter votre nouvelle autopompe échelle. Donc, vous allez avoir des caractéristiques hors du commun sur ce véhicule-là. C'est la première plateforme 110 pieds
essieux simple au Québec. Donc, ça existe depuis maintenant quelques années aux États-Unis, dans le reste du Canada. C'est très populaire. Donc, au Québec, vous allez être la première unité, brigade à avoir ce type de véhicule-là. On parle des prouesses de technologie de Pierce. Dans le fond, vous allez avoir 110 pieds d'atteinte avec une capacité de 750 livres au panier, donc facilement pour faire du rescue, justement. Excusez les anglicismes, mais ancien pompier, ça vient avec les phrases. Vous allez avoir 6 roues, donc 42 pieds total, capables d'aller dans à peu près tous les raccoins. D'ailleurs, on nous a fait éprouver quelques raccoins quand on était venu faire les démonstrations avec le véhicule. On m'a même rendu plus loin et plus haut encore que le 6e étage. Vous avez une chose en particulier que beaucoup de services au Québec n'ont pas, c'est une suspension indépendante TAC4. Quand vous allez vous asseoir là-dedans, vous allez vous rendre compte c'est quoi. C'est une suspension qui vous permet d'avoir une ride beaucoup plus simple, même s'il y a des trous et des crevasses. Les crevasses un peu partout, ça a été développé par la mer américaine. On avait des limitations au niveau hauteur pour plusieurs bâtiments qu'on avait dans notre centre-ville, avec la 75 pieds, c'était un peu limite. Tandis que là, avec la 110 pieds, bien, là, on n'aura aucune limitation dans tous les bâtiments qu'on va avoir. Parce que dans les bâtiments qu'on a, mettons qu'on a dans le parc industriel, on est rendu avec des bâtiments qui sont de grande surface. Fait que ça ne veut pas dire des fois que c'est juste en hauteur qu'on a besoin de travailler. C'est qu'à un moment donné, il faut y aller pour une grande surface pour aller attaquer, mettons, plus sur le centre du bâtiment. Atteindre le centre du bâtiment, oui. L'entreprise en soins pré-hospitaliers d'urgence et transport médical d'Essercom a lancé dimanche dernier sa nouvelle ambulance communautaire. Cette ambulance équipée en cas d'urgence sera utilisée pour des événements philanthropiques et communautaires comme des visites d'école, guignolées, événements sportifs ou distribution de paniers de denrées. Cette initiative émane d'employés qui souhaitaient s'impliquer dans les événements bénéfices communautaires d'enseignement et les résidences pour personnes âgées. Après 10 ans comme président de la Fondation Plamondon à Saint-Raymond, Normand Génois a passé officiellement le flambeau à Valérie Guillemette, à la tête de l'organisation vouée à faire rayonner le patrimoine local et régional par l'expérience artistique. Les administrateurs soulignent que Valérie Guillemette a à cœur la démocratisation des arts et l'accès à la culture pour la communauté, spécialement pour les enfants. Nous aurons sûrement l'occasion de la rencontrer. La maison Plamondon, située sur la rue Saint-Joseph, au centre-ville de Saint-Raymond, sera ouverte du 22 juin au 25 septembre, du mardi au dimanche. On y présentera, entre autres, la nouvelle exposition Artisans de la lumière, l'héritage des photographes professionnels de Saint-Raymond au 20e siècle. La programmation détaillée sera dévoilée sous peu. La municipalité de Saint-Casimir a procédé cette semaine au lancement des festivités pour souligner les 175 ans d'histoire de la municipalité. Un 5 à 7 se tenait à la salle municipale. La municipalité a aussi annoncé cette semaine qu'elle adhère depuis le 19 mai à la démarche MADA, ces municipalités amies des aînés du gouvernement du Québec. Un plan d'action ciblé permet maintenant d'améliorer la situation des aînés de Saint-Casimir et le document devient la nouvelle référence dans les actions à poser pour l'avenir. La Ville de Saint-Raymond a lancé sa consultation publique virtuelle ce 1er juin jusqu'au 30 juin. La population est invitée à soumettre des idées, des commentaires, des projets, des ajouts ou des modifications. Les thèmes abordés sont les loisirs, culture et sport, environnement, qualité de vie et patrimoine, commerce, industrie et tourisme, services communautaires et sociaux et la mobilité, transport et sécurité. Le Camp Portneuf a lancé publiquement sa première campagne majeure de financement qui vise à amasser un total de 3 millions de dollars qui serviront à la pérennité du camp. 2 projets d'envergure sont prévus sous le thème ambitieux de nature. Les administrateurs souhaitent la mise à niveau des infrastructures qui datent de 1942 et la création d'un fonds d'accessibilité. Durant les derniers mois, le cabinet de campagne coprésidé par Mme Martine Dessureau de la Banque nationale, de M. Guy J. Godet, ingénieur chez Génifab, et Bernard Gaudreau, avocat chez Norton Rose Fulbright et préfet de la MRC de Portneuf, ont amassé un peu plus de 2 millions de dollars. Pour le million restant, le Camp Portneuf fait appel maintenant aux familles et amis du Camp Portneuf. Et pour plus de détails, on reçoit justement la présidente Claire Lessard. Bonsoir, Mme Lessard. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. C'est quand même c'est assez ambitieux quand même comme souscription populaire pour le camp.
Pour vous, c'est un peu la mesure que vous avez besoin pour maintenir la pérennité du camp, en fait, de ces infrastructures? Oui, c'est ambitieux. Et c'est pas pour rien qu'on a donné comme titre de la campagne le ambitieux de nature. On savait que c'était très ambitieux, mais on savait que les besoins étaient grands. Ouais. Le Camp Portneuf, c'est un immense terrain. En fait, c'est un joyau, c'est un trésor qu'il faut absolument préserver, mais c'est un immense parc. C'est 95 acres. Il y a 25 plateaux d'activité là-dessus. Il y a 21 bâtiments. Et comme vous le disiez, mais ça date de longtemps. Alors, ça a beaucoup besoin d'amour. Donc, on a, comme vous le dites, 2 parties à cette campagne-là. Les infrastructures qui sont importantes. On a un projet majeur au niveau des infrastructures qui vise la construction d'un nouveau bâtiment. Ben oui, d'accueil. Oui, qui serait accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est quelque chose qui n'existe pas et qui est recherché. On n'a pas d'endroit dans Portneuf pour accueillir des enfants en fauteuil ou des personnes à mobilité réduite. Et ce chalet-là serait complètement accessible aux personnes à mobilité réduite et aussi dans les sentiers. On veut des sentiers adaptés. Oui. D'ailleurs, on a procédé à l'acquisition de 2 fauteuils de Trax Mobilité. On a parlé avec Olivier, justement, la dernière fois. Oui, et je sais que vendredi dernier, on accueillait notre premier enfant qui utilisait les fauteuils roulants de Trax Mobilité. Ouais. Revenons aux infrastructures. Oui. Ça, c'est un projet de construire un nouveau bâtiment. Est-ce qu'on détruit un bâtiment pour un... Non. OK, vous avez choisi un nouveau terrain, en fait. Oui, il y a de l'espace. Il y a de l'espace suffisamment, mais on a décidé qu'il valait mieux de construire à neuf. Vous savez, avec les coûts de construction, la démolition ou même la remise à niveau d'un bâtiment, ça peut souvent coûter plus cher que de bâtir en neuf. Alors nous, on vise vraiment à avoir un nouveau bâtiment d'accueil, une signature là, qui nous propulse là, dans les années à venir. Oui. Parmi les autres bâtiments, je sais que depuis quelques années, on investit beaucoup au niveau des cuisines. En fait, actuellement, Vous êtes bien informé. L'accueil, en fait, là, où c'est actuellement. Là. Bien, en fait, c'est qu'il y a une immense cafétéria au camp pour recevoir les groupes. Là, et puis, les équipements étaient désuets, bien sûr. Et sur le nouveau conseil d'administration, il y a une personne qui est chargée des infrastructures qui s'est joint à une autre, en fait, 2 nouveaux retraités qu'on a recrutés et qui se sont occupés là, principalement de refaire tout. On s'est tout débarrassé des anciens équipements. Okay. Et puis, ils ont procédé à la démolition bénévole pour sauver des coûts. Hein. On essaie toujours de sauver des coûts. Ouais. Et aussi à préparer la réinstallation. On avait besoin de plombiers, d'électriciens, des spécialistes en incendie. Il fallait tout coordonner, tous ces corps de métier-là. Et là, c'est terminé. Et ça a été terminé dans les délais. Et aussi en respectant le budget. Le budget? Oui. Ah, OK. Si on revient justement au montant que vous voulez, parce que là, sur 3 millions, vous avez déjà 2 millions, un peu plus de 2 millions d'amassés. C'est quand même beaucoup. En fait, vous avez réussi à avoir un bon comité de... Oui, effectivement. Personnellement, c'est ma première campagne, là, mais on est appuyé d'une firme spécialisée en philanthropie. Okay. Alors, c'est BNP, Performance Philanthropique, et ils nous ont expliqué vraiment comment on doit procéder pour faire ça. On a un comité préparatoire qui s'est réuni à plus de 30 reprises depuis l'automne, donc de façon très intensive, et on a mis en place un cabinet de campagne avec les personnes que vous avez nommées tout à l'heure. Et tout ce beau monde-là, en fait, il y a 10 personnes sur le cabinet de campagne. Ce que vous avez nommé, ce sont les coprésidents. Ouais. Et tous ces gens-là se sont mis au travail et ont sollicité beaucoup les gens dans Portneuf. Les entrepreneurs de Portneuf... Particulièrement, les entrepreneurs. Ont répondu de façon incroyable. Ah, ouais. Et il faut dire qu'on a eu la chance de dénicher un homme de cœur extraordinaire qui habite même au lac et qui est notre grand donateur et qui a donné le coup d'envoi là, à cette campagne majeure de financement. Là. Parce que là, vous avez un peu plus de 2 millions. Il vous reste donc 1 million à aller chercher. Vous avez mentionné justement dans votre communiqué que vous visez particulièrement les familles, ceux qui... Bien, effectivement, au Camp Portneuf, on a toujours favorisé l'accessibilité. On a toujours voulu que les enfants ne soient pas empêchés de venir au camp parce que les familles n'avaient pas les moyens de les envoyer, mais notre fonds d'accessibilité était petit. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire passer ce fonds d'accessibilité-là
on veut qu'il soit beaucoup plus garni pour permettre vraiment à plus d'enfants et plus de familles de bénéficier de cet endroit-là. Parce que vous êtes déjà venu au Camp Portneuf, hein, c'est un endroit extraordinaire où on sait que les jeunes vont faire des acquisitions incroyables. Ils vont faire des apprentissages, ils vont apprendre à vivre en communauté, à partager. Et on ne veut pas que des enfants puissent pas avoir accès à ce trésor-là parce que, justement, ils n'ont pas de moyens. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc, le million que vous voulez aller chercher là, c'est vraiment pour ce fonds-là, ce fonds de l'accessibilité qui va servir aux familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir accueillir ces gens. Exactement. En fait, notre campagne, c'est 2 millions pour les infrastructures et 1 million pour l'accessibilité. Puis ce qui est bien important de savoir, c'est que les besoins sont immenses au Camp Portneuf. Là, on peut s'imaginer que, bon, ils ont déjà amassé 3 millions, donc c'est suffisant, mais c'est pas le cas. Avec la construction, avec les projets de construction, tout le monde sait à quel point c'est dispendieux. Alors, si on veut atteindre nos objectifs, et ce qu'on veut aussi, c'est intégrer la philanthropie au Camp Portneuf. Pas seulement cette année, pas seulement en 2022, mais qu'on garde nos donateurs avec nous. On veut qu'ils fassent partie de notre équipe pour longtemps. Alors, c'est vraiment la première année d'implantation de la philanthropie au camp. Ça ne s'était jamais fait avant. Votre nouvel accueil que vous voulez construire est évalué à combien à peu près? Bien, vous savez comment c'est. On avait des prix de base, mais disons que ça joue peut-être, disons, autour de 550 600 000 Et ça joue et on sait que ça... Quels sont les échéanciers, justement, que vous pensez, là? Bien, on avait un objectif qui était peut-être un petit peu ambitieux, là, mais c'est à évaluer encore. Il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Les travaux sont faits, on a nos plans d'architecture, on est rendu à faire des tests de sol. Pour le bâtiment d'accueil? Pour le bâtiment d'accueil, mais on ne peut pas dire encore exactement quand la construction va débuter. Vous souhaiteriez en 2023? Mettons? Oui, absolument, absolument, absolument. Et puis, au niveau du fonds d'accessibilité et du million qui nous reste à aller chercher, là, bien, c'est sûr qu'on va solliciter, on veut les amis du camp, on veut les familles, on veut que les gens s'approprient cet endroit-là parce que, dans les faits, les enfants, les familles peuvent y aller, mais toute la population peut y aller également parce que les fins de semaine, c'est une base de plein air. Alors, quand vous arrivez au Camp Portneuf, vous payez un coût d'entrée qui est minime et vous avez accès à tout. Tous les canaux, tous les kayaks, toutes les installations qui sont sur place, vous pouvez les utiliser. C'est une offre qui ne se retrouve pas ailleurs. Alors, on a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir ajouter le montant qui nous manque pour pouvoir atteindre nos objectifs. On parlait du accueil, en fait, du bâtiment d'accueil, mais dans les autres bâtiments, quelles sont les priorités? J'imagine les fenêtres, les toitures ou... Mon Dieu, on voit que vous êtes venu quelques fois au camp. Non, mais dans ces âges-là, 1942, il y a sûrement moyen de... Bien, l'accueil actuellement, là, c'est quand même le plus vieux bâtiment. Et bien, si vous regardez, vous êtes à l'intérieur, vous regardez dehors, c'est sûr que vous voyez l'extérieur de l'intérieur parce que les cadrages de fenêtres, tout est en bois, tout a été construit en bois, fait que tout ça est à changer. Puis bon, comme c'est du vieux, on a des petites surprises. On s'est rendu compte en faisant faire un estimé des coûts que les fenêtres à l'avant, c'est elles qui soutenaient le mur. Ça change les prix un petit peu au niveau des travaux. Oui, c'est ça, exactement. Mais effectivement, les changements de fenêtres, les tablettes de fenêtres, tout ça, c'est à changer. Là. Comment on fait, en terminant, pour donner? Bien, en fait, vous pouvez communiquer avec le Camp Portneuf sur le site Internet du Camp Portneuf. Et aussi, je peux, mon Dieu, je ne l'avais pas préparé, j'ai le numéro de téléphone du camp. De toute façon, c'est facile. Vous avez avec tout Internet, ça absolument sur Internet. Vous pouvez facilement avoir accès. Appeler, puis sur le site Internet, vous pouvez cliquer. Il va y avoir un lien qui va vous amener directement à l'endroit où vous pouvez aller pour faire le don. Excellent. Alors, Claire Lessard, présidente du Camp Portneuf, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonne campagne de souscription. Après la pause, d'autres nouvelles. Il y a un reportage sur la pêche expérimentale au marais des Grondines. C'est quoi le plan? On bouge?
Travaillerais-tu plus pour elle? Ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. La ville de Shannon invite ses citoyens à profiter de la fin de semaine du 4 et 5 juin pour organiser une vente de garage à leur domicile. La ville souhaite créer un grand événement qui permettra à chacun de donner une deuxième vie à leurs items et jouer un rôle important aussi pour encourager l'économie circulaire. Aucun permis n'est nécessaire. Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le trottoir ni dans la rue. Les enseignes ou affiches hors du terrain sont prohibées. D'autre part, la ville de Shannon soulignera la Fête nationale du Québec le jeudi 23 juin dès 18h au parc municipal de Shannon, chemin Gosford. Atelier de percussion avec la troupe Percudance de 18h à 20h. Spectacle avec Étienne Drapeau dès 20h, suivi d'un feu de la Saint-Jean et l'entrée est gratuite. La Fête nationale du côté de Saint-Raymond est de retour aussi cette année à l'Agora du Pont-Tessier le soir du 23 juin. Une programmation familiale est proposée à compter de 17h. Une chorale composée d'élèves de deuxième année du pavillon Marguerite-Diouville de l'École de la Grande-Vallée précédera le traditionnel hommage au drapeau. Le vendredi 1er juillet, à la fête de la Confédération, la ville de Saint-Raymond procédera au vernissage de l'exposition intitulée « Inclusion au travail » dans la verrière du Centre multifonctionnel Roland-Dion. On y retrouvera 24 illustrations réalisées par 6 artistes différents tirés de témoignages d'immigrants. Dès 19h, la population sera invitée à l'Agora du Pont-Tessier pour une dégustation du traditionnel gâteau de la Fête du Canada, suivi des spectacles musicaux avec le jeune accordéoniste raymondois Hugo Genois et le populaire Yves Lambert et ses musiciens. Les rendez-vous du Pont-Tessier seront aussi de retour à tous les jeudis du 30 juin au 4 août à l'Agora du Pont-Tessier. Plusieurs artistes et chansonniers seront sur la scène en bordure de la rivière Sainte-Anne au centre-ville. Et en nouveauté, la 8e édition des marchés publics sera lancée le jeudi 30 juin sur le parvis de l'église de Saint-Raymond et se tiendra maintenant les jeudis jusqu'au 8 septembre de 16h30 à 19h30 au moment où débuteront les rendez-vous du Pont-Tessier. Un calendrier de tous les événements est accessible sur le site web de la ville de Saint-Raymond. Charles Laviolette s'est intéressé cette semaine à la pêche expérimentale au marais des Grondines. Écoutons sa capsule Paul et Sophie. Les marais de Grondines sont réputés pour accueillir une faune et une flore diversifiées. Quand la marée monte dans les marais, de nombreuses espèces de poissons se frayent un chemin à travers la forêt pour se réfugier dans des étangs dont plusieurs sont artificiels et ont été conçus pour favoriser la biodiversité. C'est l'équipe de terrain de la CAPSA, la Corporation de bassin versant, qui se charge de l'étude et de la protection des cours d'eau de la région de Portneuf. Aujourd'hui, ils tentent de répondre à une question simple. Qu'est-ce qu'il y a dans les étangs? Une fois la marée basse arrivée, ils jettent leur filet à l'eau. Poisson de fourrage, beaucoup de nénés. La pêche expérimentale, c'est très efficace.
Ça prend une vingtaine de minutes à l'équipe de la CAPSA pour passer un étang au peigne fin et en ressortir avec une quinzaine d'espèces de poissons. Ensuite, il reste le travail d'identification qui peut être ardu car la plupart des spécimens n'ont que quelques centimètres de long. C'est quoi les surprises que vous avez eues à date? Bien, on a des beaux têtes de boule. Le ventre rouge du Nord, il est vraiment beau, il est en période de frais. On a des belles petites perches chaudes. Les mauvaises surprises, c'est les tanches, espèce exotique envahissante qui vient d'Allemagne. Nous, on cherche vraiment les espèces sportives. Perches chaudes, dorées, mariganes, brochets, achigans. Vous pouvez vous abrocher, ils sont en train de faire la relevée des poissons. Fait que vous allez voir, en fait, c'est des petits poissons. Ils ont passé un coup de filet, une scène dans cet étang-là. Ça se fait beaucoup avec les marées, hein, parce qu'à marée haute, ils sont pas capables. Ils ont de l'eau par-dessus les waders. Fait que vous pouvez vous approcher pour voir le type de poisson qu'ils vont répertorier. Des élèves de l'école de foresterie du Chênay avec leur enseignante. Plusieurs dans le groupe aiment bien mettre leur ligne à l'eau, mais aucun n'a pratiqué ce genre de pêche, qui est illégal sans un permis spécial du gouvernement. Mais ils sont là pour apprendre. Les organisateurs de la 10e édition des Tours de Pont-Rouge lancent la période d'inscription pour leur événement du dimanche 11 septembre et les parcours 1 et 2,5 km serviront à promouvoir la nécessité de l'implantation d'une école secondaire à Pont-Rouge. Les coureurs à pied peuvent s'inscrire dès maintenant à l'un des 5 parcours de 1, 2,5, 5 km, 10 km et 21,1 km pour soutenir le comité de citoyens dans leur démarche d'obtenir une école secondaire à Pont-Rouge. L'organisme Je cours Pont-Rouge offre les parcours de 1 et 2,5 km gratuitement aux 300 premiers enfants de 12 ans et moins. Un chandail sera remis aussi à des enfants. En 2019, 750 coureurs avaient pris part à l'événement. Je cours Pont-Rouge tiendra son premier événement de la saison, le défi Dansereau, le 18 juin prochain au centre de plein air Dansereau. D'autre part, ce dimanche 5 juin, près de 400 personnes se réuniront au parc Donnacona dans le cadre de la course du maire. L'ouverture du site pour les coureurs est prévue à 8h30. 6 départs se tiendront entre 9h15 et 11h30. Le maire Jean-Claude Léveillé et plusieurs conseillers municipaux seront sur place pour la remise des médailles à tous les participants. L'équipe du Raid Bras-du-Nord, pour sa part, tiendra sa course à pied dans les sentiers de vélo de montagne du Raid Bras-du-Nord à la station de ski Saint-Raymond le samedi 11 juin prochain. 5 parcours sont possibles aux coureurs, les 1, 2, 5, 10 ou 20 km. Les parcours de 1 et 2 km sont gratuits pour les enfants de 5 ans et moins. Les 250 premiers participants inscrits auront droit à un chandail aux couleurs de Je cours le Raid et les profits seront remis à la Fondation Louis Jobin. Le Raid
Aide Bras du Nord est une organisation à but non lucratif dont les profits sont redistribués annuellement auprès d'organismes faisant la promotion du sport et de saines habitudes de vie chez les jeunes. En 2021, plus de 800 cyclistes ont participé à leurs activités et plus de 3 000 $ ont été partagés entre plusieurs organisations de Saint-Raymond. Les dirigeants de l'exposition agricole de Portneuf ont dévoilé ce soir la programmation de l'événement qui se tiendra du 14 au 17 juillet prochain. Après 2 ans d'absence en raison de la pandémie, il s'agira d'une édition spéciale, le 39 et demi, puisque l'organisation prévoit célébrer les 40 ans en 2023. L'exposition agricole de Portneuf à Saint-Marc-des-Carrières met à l'honneur les producteurs agricoles de la région par des compétitions, des jugements d'animaux et des activités éducatives. Cette année, l'admission au site sera gratuite et l'accès au spectacle requiert l'achat d'un billet valide pour les 3 spectacles et actuellement en vente sur le site Internet de l'organisation. Au menu cette année, on y trouve une programmation musicale avec Jonathan Roy, Olivier Couture, Matt Lang, Colin Moore, Karma Chameleons et Frank et P.O. Des tours de Bigfoot, compétition équestre, jugement bovin Holstein, gastronomie, marché d'artisans, exposition de machinerie agricole, mini-forme éducative, jeux gonflables et spectacles sont prévus justement durant cette journée, durant la fin de semaine. Le lundi 23 mai dernier, dans le gymnase de l'Aréna de Donnacona, se tenait le cérémonial de fin d'année de l'escadron 550 de Donnacona. Quelques cadets et officiers ont reçu des médailles et récompenses pour leurs efforts durant cette année de pandémie. Philippe Papillon nous donne plus de détails. La médaille de la Légion royale canadienne. La médaille d'excellence est attribuée par la Légion royale canadienne au cadet ou à la cadette ayant démontré un sens civique hors pair et pour son implication dans la vie communautaire. Cette médaille est décernée afin de reconnaître les efforts et de rehausser les buts et les objectifs du programme du cadet. Nous invitons le lieutenant Romain Beffort à remettre la médaille d'excellence au sergent Philippe Papillon. L'origine de la Fondation Strathcona remonte à 1909. Lord Strathcona, alors haut-commissaire pour le Canada à Londres, s'intéresse à l'amélioration de la condition physique et au développement des activités intellectuelles en préconisant pour les jeunes des habitudes d'autodiscipline, de civisme et de patriotisme. Cette médaille est la plus haute récompense que peut se mériter un cadet à son unité, pour s'être distingué parmi ses pairs par un rendement exceptionnel et une implication personnelle dans sa communauté. J'invite le commandant de l'unité, le capitaine Nicolas Girard, à venir remettre la médaille Lord Strathcona au sergent de section Marie-Anne Paris. Les fonds Alcoa pour les collectivités durables célèbrent cette année leur 10e anniversaire. Une rencontre annuelle de réseautage des fonds Alcoa pour les collectivités durables a réuni dernièrement les mairesses et maires de Bécancour, des Chambaud-Grondines et Portneuf et plusieurs autres intervenants à Bécancour pour évaluer les pistes communes d'intervention et discuter de la vision d'avenir des fonds. Depuis leur création, les fonds Alcoa pour les collectivités durables ont investi 10 millions de $ au sein des 3 communautés pour plus de 140 projets issus de démarches citoyennes implantées dans chaque collectivité. Un petit mot pour dire que l'association Chasse et Pêche de la Rivière-Sainte-Anne tient son rendez-vous annuel au débarcadère de la Rivière-Sainte-Anne ce samedi 4 juin et s'ajoute une nouvelle activité de pêche au lac du Val-des-Pins à Saint-Raymond le lendemain, dimanche 5 juin. Et l'équipe du Moulin Marcoux à Pont-Rouge dévoile sa programmation 2022 à la salle Linda Lemay ce jeudi soir à compter de 20h. On y reviendra bien sûr. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc, Jérôme, Philippe et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images du Marais, encore des grondines sur le bord du fleuve. Alors, bonne semaine.